And we thank him for all his service. Thank you. Anthony Rota a salué Yaroslav Anka, un invité d'honneur de sa circonscription qui assistait au discours du président Zelensky. Un vétéran, un héros de la Deuxième Guerre mondiale, clame le président de la Chambre. Un homme qui, on l'apprendra plus tard, a combattu dans une unité nazie. Anthony Rota présente ses excuses. Mais pour de nombreux parlementaires, ce n'est pas suffisant. On demande au président de quitter. Il n'a plus la confiance de la Chambre. La réputation de la Chambre est fortement ébranlée. Les conservateurs, de leur côté, blâment directement le bureau du premier ministre. J'ai de la difficulté à croire que c'était la seule personne qui l'avait invité puis que personne du gouvernement est au courant. Le gouvernement met toute la faute sur le président. Moi, je trouve ça inacceptable. Les libéraux, eux, sont divisés. Il s'est expliqué ce matin. Une erreur faite avec innocence. Comme quelqu'un qui est une descendante des survivantes de l'Holocauste juif, c'est quelque chose qui m'a blessée énormément. L'affaire attire l'attention des médias internationaux. Une situation embarrassante pour le Canada et pour l'Ukraine. On place le président Zelensky dans une situation où les Russes vont pouvoir l'attaquer sur cette question-là. Justin Trudeau se retrouve donc sur la défensive. Il va sans dire que c'est profondément gênant pour le Parlement du Canada et, par extension, pour tous les Canadiens. Un président de la Chambre dans la tourmente qui démissionne en pleine session parlementaire serait du jamais vu à Ottawa. Alors que la pression s'accentue, Anthony Rota garde le silence sur son avenir et Justin Trudeau, pour le moment, refuse de le désavouer malgré les conséquences parlementaires et diplomatiques. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. Le président ukrainien Zelensky, le premier ministre canadien Trudeau et tous les parlementaires canadiens ont ovationné au Parlement un ancien nazi. Pour une raison simple, il a combattu l'Union soviétique, c'est-à-dire qu'il s'est battu contre les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons aujourd'hui dans cette salle des Canadiens d'origine ukrainienne, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, un Canadien d'origine ukrainienne qui a lutté pour l'indépendance contre les Russes et qui continue à soutenir les troupes ukrainiennes, même de nos jours, à l'âge de 98 ans. Yaroslav Unka, 98 ans, est un ancien collaborateur SS d'origine ukrainienne qui vit aujourd'hui au Canada. Il a servi dans la tristement célèbre 14e division de la Waffen-SS, la SS Galicie, ensuite devenue la première division de l'armée nationale ukrainienne. Elle a été vaincue par l'armée rouge soviétique vers la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1944. Rappelons que le Canada était allié à l'Union soviétique pendant la guerre et qu'il a envoyé des soldats combattre l'Allemagne nazie. 42 000 personnes y ont laissé la vie. La réaction russe ne s'est pas fait attendre. Voici les propos du porte-parole du Kremlin. Une telle attitude de négligence envers la mémoire, et il faut que la mémoire des crimes nazis soit conservée, peu importe le nombre d'années écoulées, il n'y a pas de délai de prescription pour ces crimes. Une négligence telle de cette mémoire est bien sûr scandaleuse. Nous savons que de nombreux pays occidentaux, y compris le Canada, ont élevé une jeune génération qui ne sait pas qui a combattu avec qui et ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne savent rien de la menace du fascisme. Cela tient au fait que le fascisme réapparaisse ici et là. Aujourd'hui, nous le voyons tenter de relever la tête au centre de l'Europe, en Ukraine, ce que nous combattons implacablement. Cet événement, qui a lieu lors de la très attendue visite de Volodymyr Zelensky au Canada après son passage aux Nations Unies, a fait du bruit. J'ai depuis reçu de nouveaux renseignements qui me font regretter ma décision d'avoir présenté cette personne. Je tiens à préciser que personne parmi mes collègues parlementaires ou parmi la délégation ukrainienne n'était au courant de mes intentions ou de mes remarques avant mon allocution. Je suis le seul responsable de cette initiative, l'individu en question étant une personne de ma circonscription dont on m'avait parlé. Dans la foulée, le cabinet du Premier ministre Justin Trudeau a rejeté la faute sur le président de la Chambre. Le président a clairement indiqué qu'il était responsable de l'invitation de cette personne à la Chambre des communes du Canada. Le gouvernement n'a joué aucun rôle. Il ne savait pas qu'il serait là. Le Premier ministre ne l'a pas rencontré. Je suis profondément troublé par ce qui s'est produit. J'exhorte les députés à éviter de politiser cet incident. Les partis d'opposition au Canada ont dénoncé l'hypocrisie du gouvernement et blâmé le Premier ministre canadien pour cette situation controversée. Nous apprenons aujourd'hui que Justin Trudeau a personnellement rencontré et honoré un vétéran de la 14e division Waffen-Grenadier de la SS, une division nazie. Les libéraux ont ensuite fait en sorte que cet ancien combattant nazi soit reconnu à la Chambre des communes lors de la visite du président ukrainien. M. Trudeau doit s'excuser personnellement et ne pas rejeter la faute sur les autres, comme il le fait toujours.
C'est désolant. Le bureau du Premier ministre, contacté par Radio-Canada, a confirmé que Justin Trudeau n'a pas rencontré cet ancien combattant SS. Nikolai Mejevich, chercheur en chef à l'Institut de l'Europe de l'Académie des sciences de Russie, affirme qu'il est habituel au Canada de taire les liens entre les anciens nazis et ce pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Commençons par remarquer que le Canada est connu depuis longtemps, depuis le milieu des années 50, pour être le refuge de gens qui s'étaient engagés volontairement dans les troupes SS. Un homme pouvait être appelé dans les troupes SS, et de tels cas étaient naturellement nombreux, mais il y avait aussi des engagés volontaires, en particulier en Estonie, en Lettonie et sur le territoire de l'Ukraine, surtout de l'Ukraine occidentale. Il s'agit de volontaires. Ainsi, quand la presse canadienne écrit qu'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale s'est exprimé, c'est en principe la même chose que de dire que le Premier ministre canadien est un homme. Oui, c'est un homme, mais ce n'est pas la seule caractéristique. Cela suggère que, bien sûr, quelle que soit sa nationalité, Zelensky est un fasciste à 50 ou à 100%. Il est un adepte de l'idéologie fasciste, un continuateur de la tradition fasciste, de même que les membres du Parti canadien. À mon avis, la seule explication, c'est la haine fantastique de la Russie d'aujourd'hui et de tout ce qui est russe. Bien entendu, le Canada doit en assumer la responsabilité. Si ce n'est maintenant, alors plus tard. Si ce n'est pas plus tard, alors beaucoup plus tard. Mais c'est ce genre de démarche de la part d'un homme qui porte des chaussettes différentes ne devrait certainement pas rester sans conséquence. Malgré le rétropédalage du gouvernement canadien, cette invitation et cette ovation ne passent pas. Si l'incident n'aura pas d'influence sur le soutien du Canada à l'Ukraine, il rappelle brutalement à la population canadienne l'existence de la mouvance nazie en Ukraine que le gouvernement et les médias tentent de faire oublier. It's unfortunately a long, ugly past that Justin Trudeau has with racism himself. You have to question if it's just more incompetence by his office or carelessness, or he's just completely insensitive to historical reality. C'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Moi, comme descendante des survivants juifs de l'Holocauste, c'est quelque chose que je prends tellement au sérieux et c'était vraiment quelque chose. Donc, moi, personnellement, je suis déçue et je crois que c'est un moment pour nous tous d'y réfléchir. S'il y a encore des bourreaux vivants, il y a encore des victimes et nos pensées sont avec elles. What happened Friday was horrible. It was terrible. It was profoundly hurtful for so many Canadians. Yaroslav Hunka a été présenté comme un héros ayant combattu les Soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale par le président de la Chambre des communes, Antoni Rota. Mais comment se fait-il qu'aucun membre de son équipe n'ait sonné l'alarme avant de l'éviter, que personne à la Chambre des communes n'ait réagi? Ce sont plutôt des organisations de défense de la communauté juive qui ont levé le voile sur son passé hier. Alors, ce jeune Yaroslav Hunka, il a 17, 18, 19 ans, il a 98 ans, se joint à une armée SS. Et pour la communauté juive aujourd'hui, d'être confronté ou d'ovationner quelqu'un qui était d'un bataillon nazi, c'est impardonnable. C'est le symbole, plus que les nazis, c'est les SS. C'est une unité qui a commis des crimes difficiles à décrire même ici. Ils ont été responsables des camps de la mort pour ce qui est des Juifs, mais comme le disait mon collègue, ils ont aussi utilisé ces forces-là pour toutes sortes de formes de répression dans des contextes qui servaient les intérêts de l'Allemagne. D'ailleurs, c'est important de le dire, il n'y a pas que les Ukrainiens qui ont joint les SS, il y a des Français, des Belges, des Hollandais. Il y a eu des unités SS dans différents pays occupés. Une quarantaine. Qui étaient en fait mobilisés par des jeunes droitistes et des gens qui croyaient en la domination des fascistes. Mais ce monsieur-là qui est ici depuis je ne sais pas combien de temps, peut-être 40, 50 ans, peut-être plus. Depuis les années 50. Bien, alors pourquoi est-ce qu'on le considère comme un criminel de guerre? Bien, je vais vous faire entendre l'ambassadeur de Pologne. Ça va être plus facile à commenter après. The cause of the situation is lack of education. That person should not be in the public eye, should not be in the Canadian Parliament. There are many people, and I think they're right, say that he should be simply prosecuted. Nous sommes au tournant de la guerre, début 1943, une période où l'Allemagne nazie subit d'immenses pressions, en particulier sur le front de l'Est. À coup de propagande anticommuniste, l'armée d'Hitler recrute, en Ukraine notamment, pour créer la division galicienne. Cette unité va être aux alentours de 12 à 13 000 personnes. Ces gens-là rentrent dans une période particulièrement violente et ils sont déployés
dans des opérations militaires sur le front à un moment, mais aussi dans des opérations plus internes, de nettoyage ethnique. Jaroslav Hunka faisait partie de cette division. Il se serait engagé à l'âge de 18 ans, 80 ans plus tard, à Ottawa. Il reçoit une ovation à l'initiative du président de la Chambre des communes devant le président ukrainien. Il ne faut pas être historien pour dire que ça témoigne d'une incompétence, je ne sais pas, absolument incroyable. En 1985, le gouvernement de Brian Mulroney met sur pied la commission Deschênes pour statuer sur la présence de criminels de guerre nazis au Canada. David Matas y participe en tant qu'intervenant. Ce n'était pas un système approprié pour faire un procès sur la division. On a fait une conclusion publique sans un procès. Et ça, je dirais, comme je vous ai dit, c'était inapproprié. Seule une partie du rapport est aujourd'hui publique et des questions subsistent sur la précision des recherches qui ont été effectuées à l'époque. Nuremberg, ils vont dire que si vous étiez membre de SS, vous faisiez partie d'une organisation criminelle. Point à la ligne. Deschênes, non, on ne va pas simplement dire que tous les gens de SS étaient des coupables, etc. Il faut aller cas par cas. Et la Pologne a l'intention de se pencher sur le cas de Jaroslav Hunka. Elle pourrait demander son extradition à Ottawa. Il faut que le Canada l'honore et accepte le requête d'extradition. N'importe quel âge, si quelqu'un a fait un crime, il faut le ramener devant les tribunaux. Il réclame aussi que l'on se débarrasse des monuments à la gloire de la division galicienne, comme celui-ci en Ontario. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. L'on sait que ce Jaroslav Gunko est précisément était en tout cas présenté au Parlement canadien comme un soldat de la première division ukrainienne. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un peu d'histoire, le Canada a toujours été une zone de destination des migrations des zones de l'ouest de l'Ukraine, de la Galicie et de la Volhynie, qui étaient des zones très pauvres. Donc, dès le début du XXe siècle, il y a eu une migration dans ces régions. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc forcément un poids de la population d'origine ouest ukrainienne qui a été très fort. Et en 1945, cette population a fait pression sur les autorités canadiennes pour autoriser les Ukrainiens qui avaient servi dans la SS pour pouvoir s'installer en Ukraine, puisque normalement c'était interdit et aux États-Unis et au Canada. Ceux qui avaient servi dans la SS, ceux qui avaient servi dans l'armée allemande, qui pouvaient être soupçonnés de crimes de guerre, normalement n'avaient pas la possibilité de s'installer en Ukraine, au Canada, pardon, ou aux États-Unis. Mais au Canada, sous la pression de la population qui était installée ukrainienne, donc ouest-ukrainienne, qui était installée depuis des années, eh bien cette interdiction a été levée, et ce qui fait que vous avez énormément d'anciens collaborateurs bandéristes avec l'armée allemande, avec la SS, qui se sont installés au Canada. Et donc ces gens-là sont très puissants au Canada. Ça explique notamment en partie le soutien du Canada aux bandéristes ukrainiens, ça explique le soutien militaire, ça explique le nombre de volontaires canadiens qui sont en fait d'origine ukrainienne, qui sont allés servir dans les unités, y compris les plus radicales sur le territoire ukrainien. Dans ce qui s'est passé aujourd'hui au Parlement canadien, vous, Xavier Moreau, vous y voyez une gaffe ou une continuité de cette politique d'intimidation de la Russie et de la glorification du nazisme? J'y vois un effondrement, qu'on voit là au Canada, mais qui est global, je pense, chez les élites occidentales, un effondrement de la connaissance historique de la Deuxième Guerre mondiale et des connaissances historiques en général. Parce que, en fait, c'est extrêmement maladroit, et ce qui est frappant, c'est que tous les députés se sont levés. Il n'y en a pas un seul qui a dit, mais attendez, là, on est en train de célébrer un SS. Et surtout que, vous avez dit Waffen-SS, non, la Galicia, la division Galicia n'était pas intégrée au sein de la SS en armes, qui était la partie militaire de la SS. Il était intégré au Sicherheitsdienst, c'est-à-dire le service de sécurité de la SS. C'est-à-dire, c'est ceux qui faisaient des répressions contre les civils. Donc, c'est ceux qui sont allés massacrer des Slovènes, des Slovaques,
des Polonais. D'ailleurs, vous avez vu la réaction extrêmement virulente de la Pologne. Et donc, ils n'étaient même pas des soldats. Ce sont des unités qui étaient des unités de représailles et mais qui, c'est vrai, chaque année célèbrent une bataille que personne n'a retenue, donc qui s'est passée dans le cadre de la grande offensive dite Bagration, donc de l'Union soviétique à l'été 44, et donc c'est la bataille de j'ai oublié son nom, Borno, oui, ça n'a rien marqué en histoire, mais c'est célébré chaque année. Et donc en Galicie, tout le monde se déguise en Waffen-SS, en SS pour aller célébrer cette victoire. Donc ce que ça révèle surtout, c'est que plus personne en Occident ne connaît l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ne sait plus qui a collaboré avec qui est coupable de quoi. Tout ça, n'importe quel historien le sait, mais en fait c'est un sujet qui est interdit. Pourquoi ? Parce que l'Occident s'est appuyé sur les franges les plus radicales de la société ukrainienne et surtout ouest ukrainienne pour réussir Maïdan, et ensuite pour organiser la répression contre les populations de l'Est de l'Ukraine. It's with a heavy heart that I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. Je tiens à vous remercier, vous, mes collègues, pour votre appui et votre collégialité durant mon mandat à la présidence. Thank you. Merci. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire, parce que là, les partis d'opposition disent « Attention, bon, vous êtes partis, mais c'est Justin Trudeau le responsable, c'est le premier ministre. » On écoute la suite. Où est le premier ministre? Où se cache-t-il? Et pourquoi ne se lève-t-il à la Chambre des communes pour défendre notre réputation en tant que Canadiens? Entend-il présenter des excuses au nom du Canada et malheureusement encore au nom du Québec à tous les gens qui ont souffert de l'événement dramatique quand même pour bien des gens qui s'est produit ici?